Merci de votre écoute et de votre fidélité. Nous sommes ensemble ce matin jusqu'à 10h. Et tout de suite, c'est l'invité de la rédaction au micro d'Eva Soto. C'est Paul Conge, journaliste à Marianne sur une récente enquête au sein de l'ultra-droite. Paul Conge, bonjour. Bonjour. Dans votre enquête intitulée « Il rêve de renverser la République » dans Marianne cette semaine, vous co-signez avec Laurent Valdiguier une grande enquête sur ces groupes d'ultra-droite qui rêvent donc de renverser la République. Quelle est la dimension antisémite dans ce type de groupe, dans leurs discours, dans leurs actes ? Écoutez, c'est vrai que ces dernières années, dans les projets d'ultra-droite terroristes qui ont été démantelés, on a beaucoup observé d'abord une dimension raciste, anti-musulmane, assez classique dans la nouvelle vague des groupes d'ultra-droite récents. Et c'est vrai que dans les dossiers de cette année, dans les attentats qui ont été déjoués cette année, on a vu percer cette dimension antisémite, effectivement. C'est une dimension qui est notamment apparue dans un groupe qui a été démantelé. C'est un groupuscule néo-nazi dans l'est de la France qui s'appelait Honneur et Nation. Et on s'est rendu compte effectivement au sein de ce groupe qu'il y avait des profils très proches en fait d'un vieil antisémitisme qu'on connaissait bien à l'extrême droite, qui s'était quand même un petit peu atténué. Ce groupe, qu'est-ce qu'il voulait faire ? Son objectif, c'était de détruire une loge maçonnique. Il voulait détruire à l'explosif. Il y avait des repérages qui avaient été faits, des explosifs qui avaient été testés. Et les enquêteurs, la DGSI, en s'intéressant à ce groupe, ont intercepté beaucoup de conversations téléphoniques au sein desquelles les principaux protagonistes tenaient des discours extrêmement radicaux sur la République juive, sur le fait qu'ils adoreraient tuer des juifs. Et donc voilà, c'est un peu ce qui les a poussés à intervenir assez rapidement. Et c'est vrai que plusieurs fois, cette année, les enquêteurs sont tombés sur des profils néo-nazis, alors qu'avant, dans les groupuscules démantelés précédemment, c'était plutôt des cellules qui fantasmaient la guerre raciale, qui avaient une idée très arrêtée sur le grand remplacement. Et voilà, donc cette dimension-là était assez absente. Et il est assez surprenant de remarquer qu'elle est à nouveau présente aujourd'hui. Alors justement, comment vous expliquez cette évolution ? Comment expliquer cette évolution ? On pourrait y voir déjà peut-être une première influence de courants anglo-saxons, suprémacistes, accélérationnistes, qui ont toujours été imprégnés en fait d'une forme de néonazisme contemporain. On voit bien dans les... Alors certes, il y a évidemment cette dimension américaine-là, il y a aussi au sein des profils qu'on a vu évoluer et se radicaliser au sein des mouvances d'ultra-droite, on a vu des gens qui ont été imprégnés de néonazisme et qui se retrouvent un peu dans les vieilles thèses où ils fantasment la toute-puissance du Troisième Reich, où ils redécouvrent les écrits antisémites d'Hitler et d'autres théoriciens de ce courant-là. Mais la dynamique globale, c'est véritablement une forme de radicalisation de l'ultra-droite qui fait aussi émerger à nouveau, du coup, ces vieilles thèses-là. Vous avez évoqué l'accélérationnisme tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Oui, tout à fait. L'accélérationnisme, c'est un courant de pensée qui a un peu le vent en poupe en ce moment, qui consiste à estimer qu'il faut accélérer le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire étant que la guerre entre les civilisations est inéluctable et que la guerre civile raciale est à nos portes. L'idée est qu'il faut précipiter cette guerre-là pour être en mesure de pouvoir encore la remporter, si vous voulez. Dans l'esprit des accélérationnistes, qui voit tout en termes très binaires et en termes très conflictuels. L'ennemi arabo-musulman s'étant déjà infiltré en France, il faut, pour les cellules patriotes et ultra-droites, prendre les armes et y aller au combat, tant que ce combat est encore possible, parce qu'ils estiment que bientôt ils seront en minorité et que ce combat ne sera plus, il sera plus possible d'être victorieux à ce moment-là. On a vu au cours du meeting d'Éric Zemmour un groupe d'ailleurs que le ministère de l'Intérieur veut dissoudre, les Zouaves Paris, qui est clairement un groupe néo-nazi. Est-ce que vous classeriez ce groupe dans cette catégorie de ceux qui rêvent de renverser la République ? Alors c'est un petit peu compliqué de les associer à ça. C'est vrai que l'enquête qu'on a publiée dans Marianne s'intéressait essentiellement à la tentation terroriste de l'ultra-droite. Là, les Zouaves, le groupe auquel vous faites référence, s'inscrit plutôt dans une vieille tradition du coup de poing à l'extrême droite qu'on a connu à Paris très bien dans les années 70, dans les années 80, les mouvements skinhead qui allaient à la sortie de l'université Assas faire le coup de poing avec les marxistes, les maoïstes. Tout ça, on connaît assez bien. C'est un peu un retour, si vous voulez, de l'extrême droite dans la rue.
Le phénomène que nous, on pointe dans cette enquête dans Marianne, c'est vraiment l'émergence d'une menace terroriste telle qu'elle n'existait pas auparavant. Si vous voulez, les premiers attentats d'extrême droite déjoués en France au XXIe siècle, c'est en 2017. C'est le groupuscule OAS par un jeune ancien militant de l'Action française des Bouches-du-Rhône qui voulait former une milice pour ensuite attaquer des musulmans à la sortie d'une mosquée, par exemple. Vous voyez, et ça, c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout le même mode opératoire, c'est pas du tout la même structuration que l'extrême droite de rue. La grande différence aujourd'hui, c'est véritablement le fait que des militants d'ultra-droite se regroupent entre eux, se structurent de manière clandestine, échangent sur des canaux chiffrés, trouvent des cibles, s'arment, testent des explosifs et envisagent véritablement des passages à l'acte violent. C'est vraiment la grande spécificité à notre sens. Est-ce qu'on pourrait ramener leur méthode, comparer leur méthode à celle de groupes djihadistes qui ont frappé la France? Quand vous dites ils rentrent en contact entre eux par des messageries cryptées, etc., ça rappelle ça. Est-ce que c'est pertinent, cette comparaison? Je ne sais pas si elle est tout à fait pertinente dans la mesure où déjà les mécanismes de radicalisation sont assez différents. Sur le point de vue de l'organisation, effectivement, le fait de se structurer en cellule clandestine, de s'armer, de chercher des explosifs, ça fait énormément penser aux djihadistes, mais le fond n'est pas tout à fait le même, le public n'est pas tout à fait le même non plus, même si on pourrait effectivement voir des similitudes. Après, évidemment, ce qui les soude entre eux, c'est une idéologie radicale, violente, qui désigne clairement un ennemi. Donc effectivement, il y a des similitudes. Après, le fait, le passage à l'acte terroriste en lui-même, le fait de se procurer des armes, il y a une spécificité très propre au groupe néo-nazi également. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas tout à fait les mêmes armes non plus. On voit beaucoup de méthodes très artisanales dans ces groupes où on voit, à la différence de filières djihadistes qui étaient un chouïa plus structuré, qui pouvaient disposer au sein d'un proto-État islamique d'une base arrière, de commanditaires, d'accès aux armes, de camps d'entraînement. On retrouve ces dimensions de camps d'entraînement à l'ultra-droite, peut-être qui sont un chouïa plus précaires, un peu plus artisanaux. Ils existent quand même. Il ne faut pas négliger leur danger pour l'instant, mais ils n'ont pas le même degré d'organisation, on va dire. Qu'est-ce qui pousse les renseignements à être en alerte sur ce type de groupuscule, alors que concrètement, jusqu'à présent, en France, tous les attentats qu'il y a eu, c'était des attentats djihadistes? Oui, tout à fait. Ce qui les a vraiment poussés à passer à l'action et à démanteler les cellules, c'est bien parce que ces militants qui se regroupaient entre eux, chauffés à blanc, étaient véritablement en train de désigner les cibles, de dire on va s'en prendre à telle mosquée, on va s'en prendre à telle loge maçonnique. Et c'est vraiment ça qui les a effrayés. C'est aussi la teneur extrêmement radicale des propos. Si vous regardez certaines retranscriptions d'écoutes téléphoniques faites dans le cadre du groupuscule néo-nazi que j'évoquais tout à l'heure, on a vu quand même des gens expliquer qu'il fallait gazer les juifs, qu'il fallait tenir des propos extrêmement radicaux, violents, belliqueux, voire incitant au meurtre. C'est vraiment cette chose-là qui fait que les services de renseignement se sont saisis à bras-le-corps de ces dossiers. À ce stade, on a quand même plus d'une cinquantaine de personnes qui ont été mises en examen. On était quand même face à des gens qui non seulement tenaient des propos extrêmement radicaux, mais en plus s'entraînaient au maniement des armes dans le cadre d'un groupuscule qui s'appelait AFO, qui a été démantelé en 2018, là où les protagonistes envisageaient de empoisonner des rayons halal dans les supermarchés. Eux étaient déjà passés au stade où ils tiraient des grenades en forêt, ils s'entraînaient, ils avaient des entraînements paramilitaires. C'est quand même des dossiers qui étaient déjà à des stades assez inquiétants. Et encore dans un autre dossier de 2018, par exemple, vous aviez un gendarme qui tirait à la Kalachnikov en forêt, par exemple, et qui envisageait de s'en prendre à des mosquées. Donc, les services de renseignement estimaient que la menace était suffisamment avancée et ils voulaient surtout ne pas reproduire l'erreur qu'ils avaient faite avec le groupuscule djihadiste, c'est-à-dire ne pas s'en prendre, ne pas les démanteler assez tôt. Quand on ne les démantèle pas assez tôt, vous avez de moins en moins de chances d'empêcher un passage à l'acte. C'est ce qui entraîne souvent cette vision aujourd'hui que l'ultra-droite, finalement, ne serait pas dangereuse parce qu'elle n'a pas commis d'attentat. En vérité, si elle n'a pas commis d'attentat, c'est bien parce que les enquêteurs ont démantelé et déjoué ces projets d'action violente avant qu'ils ne passent à l'acte. Paul Conge, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Je rappelle donc cette enquête à lire dans Marianne de cette semaine. Il rêve de renverser la République, que vous co-signez avec Laurent Valdiguier. Bonne journée.